Vous écoutez On lit pour vous. Bertrand Cantin, philosophe. Il faut toute une organisation sociétale pour éduquer le regard. Un texte de Marilyn Chaumont, paru le 21 mai 2026 dans Ombre et Lumière. Bertrand Cantin, philosophe et maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, analyse les craintes individuelles face au handicap et revient sur l'évolution du regard de la société depuis l'Antiquité. Pourquoi la peur surgit, voire le malaise, face au handicap? La personne touchée par le handicap est un être qui à la fois nous ressemble et s'écarte de nous-mêmes, ce qui crée une inquiétude. Celle-ci est d'autant plus forte que l'on manque d'expérience. En CE2, alors que j'étais arrivé en cours d'année, le maître d'école m'avait placé à côté d'un élève nain. Cette première rencontre avec le handicap m'avait fait extrêmement peur. Ce voisin de classe était étrange, il avait une tête surdimensionnée et il s'appelait Amédée. Sa proximité a fait monter chez moi une grosse angoisse. Mais après quelques semaines, on jouait tous au ballon dans la cour avec lui. Seule l'expérience amène à ce que notre regard soit moins effrayé. La personne qui souffre de ces regards a-t-elle un rôle à jouer? Je vois un paradoxe à demander à la personne handicapée de réussir à construire une identité forte pour ne pas être déstabilisée par le moindre regard désagréable, alors même que cette identité n'est pas évidente à construire, à force d'être amoindrie en permanence. J'aime citer l'anthropologue Robert Murphy, reconnu pour ses ouvrages importants sur les Indiens du Brésil, devenu quadraplégique lorsqu'il a été touché par une bactérie à la colonne. Robert Murphy a décrit le changement du regard des autres sur lui. Son identité d'enseignant célèbre n'a pas suffi à lui donner assez de force. Il a constaté une progressive détérioration de son identité propre. Il perdait en confiance. L'identité n'est pas quelque chose d'acquis définitivement. Lorsqu'on parvient à ne pas l'éroder, il n'y a plus ces réactions d'agressivité ou de honte, car on mesure que c'est l'autre qui est faible. Si ce passant a peur, c'est justement par manque de force. Je sais que tu n'es pas assez fort pour ne pas être effrayé devant mon physique. Le vrai problème, c'est de ne pas voir assez le handicap dans notre quotidien. On peut en vouloir surtout à la société, qui peut installer un climat, s'organiser pour rendre l'inclusion possible. Les parents, souvent agressés par le regard d'autrui sur leur enfant, peuvent-ils y changer quelque chose? Les familles peuvent être choquées face à certains regards et se dire que les gens ne font pas d'efforts, mais aussi qu'ils n'ont pas eu d'occasion de rencontrer des personnes handicapées. C'est à la fois une faute et un fait social. Le vrai problème, c'est de ne pas voir assez le handicap dans notre quotidien. On peut en vouloir surtout à la société qui peut installer un climat, s'organiser pour rendre l'inclusion possible. À Paris, seuls 14% du métro parisien est accessible. Si la ville insiste et investit, on sera amené à croiser beaucoup plus de personnes en fauteuil dans le métro et cela va habituer le regard. De même, si on continue d'enfermer des personnes dans des établissements, celles-ci circuleront trop peu dans la cité et le regard ne sera toujours pas habitué. Il faut toute une organisation sociétale pour éduquer le regard. Y a-t-il eu un miracle paralympique? Les Jeux paralympiques nous ont ouverts à des corps étranges, comme ce nageur brésilien qui pouvait susciter un choc au départ, mais qui, par son aisance, son rire, a aidé à dédramatiser les choses. Les Jeux ont eu le mérite d'élargir le regard, d'habituer les Français aux corps différents. Même s'ils n'ont pas tous regardé, la télévision publique a joué un rôle important. Ce sont des petites victoires qui se diffuseront sur un temps long. Si l'on pense à la France des années 1970, par rapport à celle d'aujourd'hui, l'écart est énorme. À l'époque, on n'aurait jamais vu la tête amputée Théo Curin sous les projecteurs. Dans l'Antiquité, la folie suscitait un lien privilégié avec les dieux. Chez nos contemporains, c'est l'inverse. Les parents craignent davantage le handicap mental que physique. L'homme, qui ne peut pas penser comme les autres, semble d'emblée exclu du partage humain classique qui se fait aussi par la communication. Pourquoi le handicap mental fait-il plus fuir que le handicap physique? Il faut savoir que dans l'Antiquité, on avait bien plus peur du handicap physique que du handicap mental. Il apparaissait si étrange d'avoir par exemple 6 doigts au lieu de 5, que cet être n'appartenait pas à notre espèce. Comme la personne avec un handicap physique faisait peur, il fallait l'abandonner dans la nature. On présentait le corps étrange aux dieux pour justifier l'abandon. En revanche, les Grecs pouvaient mieux envisager le handicap mental, qui pouvait se découvrir plus tard.
celui qui n'avait pas l'esprit délié avait reçu un don divin. La folie suscitait un lien privilégié avec les dieux. Chez nos contemporains, c'est l'inverse. Les parents craignent davantage le handicap mental que physique, car la remédiation semble possible pour le second. Et puis, nous sommes devenus une espèce qui aime se définir comme un animal pensant. L'homme, qui ne peut pas penser comme les autres, semble d'emblée exclu du partage humain classique, qui se fait aussi par la communication. Le regard de la société sur la personne handicapée est-il en bonne voie? On critique beaucoup notre société occidentale, mais on s'est beaucoup plus occupé du polyhandicap au XXe siècle que dans tout le reste de l'histoire. De même, en 1950, un infirme moteur cérébral avait 5 ans de vie devant lui. Qu'est-ce qui a changé? La société s'est ouverte à pouvoir les accueillir, ces personnes, et à pouvoir appréhender leur corps. Avec la kinésithérapie, la verticalisation. Rappelons qu'elles étaient alors grappatisées. Le handicap est bien mieux reçu de nos jours. Le changement de regard implique d'être passé d'une psychologie où les parents et le corps médical disaient « L'enfant ne va pas vivre, abandonnez-le, ce n'est pas la peine de s'en occuper », à des médecins qui savent aujourd'hui qu'il pourra se développer. Et j'insiste sur le fait que les jeunes générations peuvent inverser la donne. Beaucoup de quadragénaires n'ont jamais côtoyé de personnes handicapées, alors que nos enfants le font davantage sur les bancs de l'école. C'était Bertrand Cantin, philosophe. Il faut toute une organisation sociétale pour éduquer le regard. Un texte de Marilyn Chaumont, paru le 21 mai 2026 dans Ombre et Lumière. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. En 410, fin du sac de Rome. Les Wisigoths d'Alaric mettent un terme, après 3 jours de pillage, au sac de la ville de Rome. Si de nombreux trésors sont emportés, les envahisseurs épargnent volontairement les lieux saints comme la basilique Saint-Pierre. Cet événement, le premier de ce genre depuis 8 siècles, ébranle profondément le monde romain. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des jalons majeurs du déclin de l'Empire romain d'Occident. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. Le soccer féminin au Québec, 50 ans d'histoire à travers les journaux, de Cindy Lebasse, paru le jeudi 9 juillet 2026 dans BANQ. En 2024, les Roses de Montréal, la première équipe professionnelle de soccer féminin au Québec, voit le jour. Avant qu'on en arrive là, de nombreuses pionnières ont dû faire face à de l'adversité, du scepticisme et du sexisme. Voici un survol du chemin parcouru par les joueuses de soccer féminin au Québec dans les 50 dernières années. Année 1970. Engouement, victoire et sexisme. Un premier match qui fait des vagues. Le 5 août 1970, 2500 personnes assistent au premier match de soccer féminin en Amérique du Nord au stade de l'Université de Montréal. Sur le terrain s'affrontent une équipe française et une équipe italienne. Dans ces deux pays, les femmes pratiquent le soccer depuis plusieurs décennies. C'est d'ailleurs en octobre de la même année qu'a lieu le premier championnat d'Europe de soccer féminin. Ce match a peut-être semé une graine qui a par la suite permis l'essor du soccer féminin dans la province. De Rivière-du-Loup à Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant par Montréal, l'offre pour les jeunes filles se développe. Sherbrooke, capitale inattendue. L'expansion du soccer féminin et du soccer en général dans la province prend même par surprise Robert Obedorif, chargé d'information à la Fédération du soccer football du Québec, FSFQ.
En 1975, celui-ci indique que la participation féminine sera étudiée. Il cite la ville de Sherbrooke comme exemple de la popularité générale du sport. Effectivement, dans les années 1970, le soccer féminin brille à Sherbrooke. En 1978, la ville sera nommée par la presse nouvelle capitale du soccer féminin. C'est que les Sherbrookoises deviennent championnes canadiennes de soccer féminin pour les catégories midget et junior en 1978. À l'international, le soccer féminin continue aussi son ascension et c'est à Taïwan qu'a lieu le premier championnat mondial de soccer féminin auquel participe le Canada. La décennie 1970 est sans contredit une période charnière pour le soccer féminin. Le sport commence tranquillement à se faire adopter et accepter, malgré des stéréotypes persistants. Pour ce bonhomme endurci par 12 années de soccer professionnel avec l'Inter de Milan, le soccer féminin constituait une disgrâce, la profanation d'un droit strictement masculin. « Vous jouez comme des filles », disait-il. « Ah, que j'aurais aimé qu'il voie. » Sic, jouer les filles de Sherbrooke. La Tribune, 30 septembre 1978. Pierre Bevilacqua. Années 1980 et 1990. Structuration et reconnaissance progressive. Des conditions précaires. Durant les années 1980, la couverture médiatique du soccer féminin devient plus sérieuse, mettant de l'avant les ligues et les joueuses. Les compétitions deviennent aussi de plus en plus nombreuses. De plus, les journalistes mentionnent les conditions parfois difficiles que connaissent ces équipes féminines qui sont souvent boudées par les commanditaires et passent en deuxième dans les priorités de certaines localités. Les entraîneurs et entraîneuses prennent la parole pour mettre de l'avant cette situation. À l'international, l'engouement se fait aussi sentir avec l'arrivée du premier tournoi FIFA international féminin pour lequel le Canada reçoit une invitation. 24 Canadiennes se retrouvent au camp d'entraînement, mais seulement 18 seront sélectionnées, dont 3 Québécoises, Annie Caron, Connie Kant et Luce Mongrain, qui sera la plus jeune des joueuses. L'entraîneuse adjointe, Sylvie Béliveau, est aussi québécoise. Des Québécoises sur la scène internationale. Durant les années 1990, les Québécoises se font connaître sur la scène internationale. Par exemple, les Olympiques de Repentigny remportent la médaille d'argent au tournoi international de leur catégorie. De plus en plus de compétitions mondiales de soccer féminin s'organisent. En 1991, le premier championnat féminin de la CONCACAF, CONCACAF, a lieu, ainsi que la première Coupe du monde de soccer féminin. Cependant, les athlètes québécoises ne pourront pas y participer. L'équipe canadienne ne se qualifie pas, malgré sa première victoire dans un match de la CONCACAF le 16 avril 1991. Le soccer féminin sera aussi finalement ajouté aux Jeux d'été du Canada en 1993 et le talent des Québécoises donne l'espoir d'une qualification pour la Coupe du monde de 1995. C'est en effet cette année-là que l'équipe canadienne se qualifiera. Toutefois, elle ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux olympiques de 1996, année où le soccer féminin y fait sa première apparition. Il reste que le talent des joueuses de soccer québécoises ne passe plus inaperçu dans la presse locale. En 1995, un article publié en première page du Devoir met de l'avant 2 femmes exceptionnelles. Sonia Denoncourt, arbitre et première femme à avoir agi comme juge de touche lors d'une partie internationale masculine, ainsi que Sylvie Béliveau, entraîneuse et seule femme à diriger une équipe de soccer nationale. J'ai toujours demandé qu'on ait à mon égard les mêmes exigences que pour les hommes, mais qu'on m'accorde en retour les mêmes possibilités qu'on leur donne. Sylvie Béliveau. Année 2000-2010. Affirmation de la pratique et vedette internationale. La fin du doute. Le soccer féminin s'affirme et sa pratique explose dans les années 2000. C'est une évidence. Les femmes peuvent et savent jouer au soccer.
Le soccer féminin n'est plus une curiosité médiatique, il devient un sport dont on parle en termes de résultats, de structure et de carrière. Les joueuses professionnelles ont soif de reconnaissance et veulent évoluer dans de meilleures conditions, comme en témoigne la grève des joueuses de l'équipe des États-Unis qui parviennent finalement à obtenir un salaire annuel. Malheureusement, nos joueuses québécoises doivent se contenter de ligues semi-professionnelles et ne sont pas payées toute l'année. Des équipes éphémères, mais marquantes. Au Québec, c'est Laval qui brille par ses équipes. D'abord avec les Dynamites, une équipe semi-professionnelle qui a le vent dans les voiles. Plusieurs joueuses vont briller à l'international. L'équipe attire également des joueuses étrangères dans ses rangs. Malgré tout, l'équipe fondée en 1997 sera dissoute en 2001. Il faudra attendre 2004 pour qu'une autre équipe semi-professionnelle, Montréal Extrême, soit fondée. Celle-ci ne jouera qu'une saison. En 2025, un nouveau club, les Comètes de Laval, émergera et mettra de l'avant de nombreuses joueuses ayant joué avec les deux équipes précédentes. Les Jeux olympiques comme vitrine mondiale. On ne peut pas passer sous silence les succès olympiques de l'équipe féminine de soccer du Canada, dans laquelle plusieurs Québécoises se sont illustrées. Parmi ces pionnières, certaines occuperont des postes importants dans le monde du soccer. Par exemple, la Québécoise Amy Wash sera nommée collaboratrice de l'Académie du CF Montréal pour le développement du soccer féminin. Le Devoir, 12 octobre 2023. Ryan Wilkinson deviendra quant à elle entraîneuse-chef pour la sélection nationale du pays de Galles. Ici Radio-Canada, 26 février 2024. L'équipe remporte sa première médaille de bronze en 2012 et une seconde suivra en 2016. La première médaille d'or arrive aux Jeux suivants à Tokyo. C'était le soccer féminin au Québec, 50 ans d'histoire à travers les journaux de Cindy Lebasse, paru le jeudi 9 juillet 2026 dans BANQ. Doudou, le son du métro de Montréal fait une apparition dans les rues de Toronto. Un texte d'Étienne Lajoie paru le 16 août 2026 dans Radio-Canada. Doudou, vous ne rêvez pas si vous pensez avoir entendu la mélodie du métro de Montréal dans les rues de Toronto récemment. Le timbre sonore de la Société de transport de Montréal, STM, est émis par des aspirateurs de rue de l'entreprise québécoise Expro Link. On compte environ une soixantaine d'aspirateurs du genre à Toronto, explique le président-directeur général d'Expro Link, Jean Bourgeois. Seuls les modèles électriques, cependant, font ce bruit afin d'être suffisamment visibles. Au début, quand on a fait nos premiers prototypes électriques, on faisait des tests, on s'est rendu compte qu'on n'entendait pas la machine, mais absolument pas, donc on s'est dit que ça prendrait un élément sonore pour aviser les gens, raconte M. Bourgeois. Le choix de ces ingénieurs s'est arrêté sur cette mélodie qui est devenue le timbre sonore officiel de la STM en 2010, car le premier projet de machine électrique de la compagnie s'est déroulé à Montréal. Eux, ils ont dit « Le métro, c'est un son connu, on va leur faire plaisir », ajoute M. Bourgeois. Tout à coup, un matin, j'arrive dans l'usine et j'entends le son et je me demande « Qu'est-ce qui se passe ?» se rappelle M. Bourgeois en entrevue avec Radio-Canada. Rien n'empêcherait cependant la Ville de Toronto de demander un nouveau son pour ses machines. Il pourrait être adapté, ceci dit. Un client pourrait décider que ce soit un autre son métro ou quelque chose d'autre. Mais pour le moment, tout le monde semble se plaire, note Jean Bourgeois. Quant à l'utilisation du son, le dirigeant d'entreprise affirme qu'il n'a jamais reçu de courriel de la part de la STM lui demandant de payer des droits quelconques. Mais il n'a pas à s'en faire.
La STM précise que le son, aussi symbolique soit-il, ne lui appartient pas légalement. Les origines du son. Le dou-dou-dou est entendu lors de la fermeture des portes du métro de Montréal depuis 2010. Le son a été enregistré en studio et reprend celui fait par le hacheur de courant des rames de type MR-73 qui ont été mis en service en 1976. Le système produit le son au démarrage des trains, précise la STM. Les nouveaux trains de la STM appelés Azur émettent aussi le son depuis leur entrée en service en 2016. C'était Dou-Dou-Dou, le son du métro de Montréal, fait une apparition dans les rues de Toronto. Un texte d'Étienne Lajoie, paru le 16 août 2026 dans Radio-Canada. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. En 1833, le Parlement britannique abolit l'esclavage. Le Parlement britannique adopte définitivement le Slavery Abolition Act, qui met fin à l'esclavage dans la quasi-totalité de l'Empire britannique. Cette loi prévoit l'affranchissement progressif de centaines de milliers de personnes réduites en esclavage dans les colonies. Elle s'accompagne d'indemnisations versées aux anciens propriétaires d'esclaves, mais d'aucune compensation pour les victimes elles-mêmes. Cette abolition constitue une étape majeure dans l'histoire mondiale de la lutte contre l'esclavage. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. Jeter sa fortune hydrique par les fenêtres. Un éditorial de Louise Maud Rioux-Soucy paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. Dans un monde passé en faillite hydrique persistante, selon la formule du plus récent rapport de l'Institut pour l'eau, l'environnement et la santé de l'Université des Nations Unies, le Québec fait figure d'oasis. Il est vrai qu'avec 3% des réserves en eau douce renouvelable de la planète, nous sommes assis sur une mine d'or bleu. Cette superpuissance vient toutefois avec de super responsabilités qu'il serait grand temps qu'on assume. Le Devoir publiait dernièrement dans son cahier Perspective une radiographie de notre rapport compliqué à notre or bleu. On s'y découvrait privilégié parmi les privilégiés et champion olympique de la piscine privée, mais aussi incorrigiblement dépensier et indécrotablement gaspilleur. Cette combinaison n'est pas à la hauteur de la richesse dont nous sommes les choyés dépositaires. Depuis 2009, le caractère collectif de nos ressources en eau est pourtant affirmé noir sur blanc dans une loi qui fait de l'État le gardien légitime de ce patrimoine commun au bénéfice des générations présentes et futures. Mais quand ça ruisselle de partout, on a tendance à voir le verre perpétuellement plein et à trinquer, sans penser au lendemain. Le problème est tout à la fois individuel et collectif. Nous consommons au Québec 50% plus d'eau que le citoyen moyen du reste du Canada, lui-même pourtant placé très haut au panthéon des champions de la soif. Quant aux fuites, elles sont légion et pour certaines massives, résultat de décennies de négligence. On en trouve aux quatre coins du territoire, de Sainte-Thérèse à Chapais, en passant par Chibougamau ou Sainte-Sophie de l'Évrard. C'est le cas aussi dans la métropole, qui n'arrive pas à se débarrasser de l'étiquette de cancre de la retenue hydrique qui lui colle au tuyau. En raison d'un risque imminent de bris d'une conduite d'eau sous l'avenue Atwater, la situation est devenue si fragile cet été que toute l'île est priée de réduire sa consommation. Vous l'ignoriez, vous n'êtes pas les seuls. Le sentiment d'urgence, s'il existe, n'a qu'un petit filet de voix. Dans certaines municipalités, toutefois, le vernis a commencé à craquer. L'Union des municipalités du Québec estime que plus de 36 000 logements n'ont pas pu être construits l'an dernier parce que les municipalités visées étaient incapables de traiter davantage d'eau usée ou de fournir plus d'eau potable.
c'est une douche froide. L'apparente gratuité de l'eau au Québec, ses coûts étant généralement inclus dans les impôts fonciers, fait hélas écran. Sans transparence, comment savoir qu'on déborde? Une facture d'eau séparée, comme cela se fait chez les voisins ontariens ou dans certains pays européens, permettrait de rendre la consommation mesurable et dosable. On a aussi des croûtes à manger en matière de gestion des eaux grises, douches, lessives, et des eaux noires, toilettes. Le recyclage des eaux usées pour alimenter les toilettes, par exemple, est encore largement anecdotique dans le parc immobilier. Pourtant, il permet des économies allant jusqu'à 30%, voire 40% de la consommation totale d'eau potable. Notre rapport à l'eau s'est largement défini par son abondance et son accessibilité. Mais alors que nos étés se dérèglent et qu'on cherche à se rafraîchir, on découvre avec stupeur que les kilomètres d'eau libre qui nous entourent ont pour l'immense majorité été bradés aux plus offrants. Le Centre de recherche sur les territoires du Québec a calculé que plus de 98% des rives des lacs et rivières où habitent la majorité des Québécois sont aujourd'hui inaccessibles. On les a lentement laissés filer au fil du temps en négligeant de prévoir des droits d'accès ou des servitudes de passage. Dans Le Devoir en juillet 2026, une douzaine d'organisations et d'experts menés par Jacques Quentin posaient crûment la question. Déposséder une population de sa terre est une chose grave. La déposséder de son eau le serait-elle moins? La réponse est évidemment non. Alors que nos réserves en eau et en territoire vierge font l'envie des centres de données voraces, ne devrait-on pas insister auprès des partis pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont l'intention de faire pour préserver le caractère collectif et la bonne santé de nos ressources face à tous ces périls, course à l'intelligence artificielle comprise? Un seul centre peut consommer jusqu'à 19 millions de litres d'eau par jour, soit l'équivalent d'une ville de 10 000 à 50 000 habitants. Ça peut vite devenir vertigineux. Le temps de l'insouciance est terminé. Rendu à de telles extrémités, il est impossible d'imaginer des solutions à la pièce. Le Québec doit repenser le lien vital qui le relie à son or bleu, guidé par une transparence irréprochable et un esprit de préservation musclé. Avec à la clé un désenclavement progressif de nos eaux libres au bénéfice du plus grand nombre. Ce faisant, il arrivera peut-être à couper l'herbe sous le pied à une tendance dangereuse bien installée chez nous et qui consiste à travailler pour socialiser le risque d'une main tout en privatisant le bien commun de l'autre. C'était Jeter sa fortune hydrique par les fenêtres, un éditorial de Louise Maud Rioux-Soucy paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir.